occasion de Koukas, président anti-action debout. Dimadimba, Bedo Kumadimba, Tutelama. Moussakou Matima Mena Kuntuana, Maman Cour des Grands. Mutakwende Betulani, Kunan, Mutakwende. Maya Matumba, Malibanio. Chambe, yo, way, Chamana, away. Action culturelle africaine, dames et messieurs, bienvenue à l'émission, bien sûr produite par une grande chaîne de télévision panafricaine et puis c'est international, émettant depuis les États-Unis. Là, je dis coup de chapeau à Papi Dep, qui est son géniteur, sa poutre centrale et son créateur même. Voilà, je te dis un grand merci parce que tu travailles pas mal pour l'intérêt des Africains. Nous sommes reçus ici au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine chez l'excellence Kati Foura qui nous a reçus aujourd'hui. Nous sommes dans son bureau bien sûr. Et à part ça, il faut peut-être vous signaler que nous, on s'est déplacé avec notre plateau. Aujourd'hui, on est chez Autrui. On est au ministère bien sûr. Elle est là avec nous. On avait constaté sa présence lors de la visite du masque. C'était au musée national. C'est elle-même la patronne, bien sûr, du ministère de la Culture. C'était une grande joie, mais notre constat était très positif. On a vu la fête était totale, elle était conviviale, tout le monde était présent. Et c'était mouvementé, à part le musée, on s'est retrouvé au niveau du chapiteau. Voilà, on s'est posé la question, pourquoi cette grande fête pourtant, il y a pas mal de masques qui sont encore en Belgique, mais l'unique Kakungu, appelé par les Soukou comme ça, a fait vibrer tout Kinshasa, toute la RD Congo. Nous sommes dit, on doit être curieux quand même de voir le roi, de poser des questions et, after ça, chercher à tout prix, tendre aussi notre micro à l'excellence, elle qui est bien sûr la patronne de la culture dans notre pays. Nous sommes en RD Congo, la République démocratique du Congo. Bonjour, excellence. Bonjour. Et la santé, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà, comme je viens de dire tout à l'heure, Excellence, on vous avait vu au musée. Ça fait partie d'ailleurs de vos prérogatives. Vous étiez là au musée et la fête aussi était totale, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure. Mais nous avons la curiosité de savoir d'abord, il y a pas mal de masques de la RD Congo qui se trouvent en Belgique. Pourquoi les choix d'abord du masque Soukou? Et à part ça, votre lecture par rapport à la diplomatie du chef de l'État. Les masques sont allés en Belgique il y a longtemps, mais aujourd'hui quand même, ces beaux gestes de restituer ces masques nous a montré qu'il y a un monsieur qui a très bien négocié pour que nous puissions avoir ces masques. Votre lecture par rapport à cela? Merci beaucoup pour la question et pour l'intérêt que vous portez à la culture congolaise. Et merci d'avoir choisi notre ministère comme votre studio de séjour pour qu'on puisse débattre autour de plusieurs questions que vous vous posez déjà vous-même. Alors, par rapport à l'intérêt sur la question du masque Soukou qui est déjà restitué, je dirais que la fin de la question m'intéresse, c'est là où je vais commencer par rapport à ma lecture sur la diplomatie agissante de notre président de la République. Je vais ici entrer en jeu en vous disant que la diplomatie agissante du chef de l'État n'est plus à démontrer, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Et dans le cadre de notre secteur, cette diplomatie se présente sous trois formes. Elle est d'abord dynamique, elle est réaliste et progressiste. Alors, lorsque nous nous situons dans le contexte de la restitution des biens culturels, ces trois facettes ont leur pesant d'or. Dans ce sens que
le chef de l'État, dans sa diplomatie dynamique, il ne s'est pas éloigné de débats actuels, des débats internationaux actuels qui consistent au fait qu'il faut qu'on développe un rapport entre les anciennes colonies européennes avec l'Afrique, mais aussi il faut qu'on se mette à l'esprit le passage de notre président de la République à l'Union africaine. Lorsqu'il a été président de l'Union africaine, il a dédié son mandat à la culture. Il a bien témoigné de son soutien, mais aussi beaucoup plus de sa croyance et de sa conviction à la culture, en sachant que nous ne pouvons pas avoir une Afrique que nous voulons lorsque nous ne mettons pas l'importance à notre patrimoine culturel. Ce qui fait que dans la dynamique de sa stratégie, dans la dynamique de sa diplomatie, vous devez savoir, et ça, ce sont les experts qui nous l'ont dit, à 90% pratiquement, les objets culturels africains sont à l'étranger. Et donc, lorsque la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine a besoin d'avoir des informations sur son patrimoine culturel, il manque d'informations parce qu'effectivement, les objets qui doivent l'informer, les renseigner sur la vie avec ses ancêtres ne se trouvent pas dans leur milieu initial. Ce qui fait que la logique et la dynamique de notre chef de l'État, c'est celle-là, de voir comment parler de l'histoire politique de notre pays, parler de l'histoire politique de l'Afrique. Nous devons déjà partir dans nos sources. Et nos sources se retrouvent être à l'étranger, dans les pays qui ont colonisé l'Afrique. Et donc, la première action à faire, la première diplomatie, c'est de jouer sur cette situation. Et ça, c'est essayer un peu de voir comment ces biens peuvent être récupérés. Et comme je l'ai dit au départ, c'est un débat qui a commencé et ça évolue déjà. Nous avons l'exemple de la Bénin avec la France, l'exemple de la Namibie avec l'Allemagne, le Sénégal aussi avec la France et aujourd'hui la RDC avec la Belgique. Donc c'est un processus. C'est un processus, c'est pourquoi ça commence par quelque part. Il y a un état des lieux qui est fait, il y a une prise de conscience, il y a l'éveil de conscience que les chefs d'État africains sont en train de faire. Et cette dynamique est qu'il faut qu'on passe à ce qui est concret. Et ce qui est concret, c'est des questions sur les retours de ces biens, chose qui a déjà commencé. Alors j'ai dit que la diplomatie des chefs de l'État, la diplomatie pour notre chef est à 3 niveaux, dynamique, réaliste, c'est le deuxième niveau, réaliste dans le sens que il faudra que les pays africains, avec leurs colonies, si nous pouvons les appeler comme ça, puissent développer des projets communs, des projets culturels communs. Et dans le développement des projets culturels communs, il faudra que nous puissions tous participer à ce que ceci soit une réalité, effectivement. Ce qui fait que pour ce qui concerne notre pays, le chef de l'État congolais a inauguré le musée national de la RDC au niveau de Tembe-na-Tembe. Et là-bas, lorsqu'il a donné son mot, il a aussi présenté les programmes nationaux stratégiques de développement 2019-2023, où il disait que les gouvernements devaient mettre en place un programme de construction des musées. Et ces constructions des musées, c'est pour que nous puissions être en mesure d'avoir des infrastructures qui doivent recevoir les biens qui vont être restitués. Mais aussi, il y a un autre programme du gouvernement qui est vraiment en plein développement. C'est le programme des 145 territoires, où le chef de l'État a pris l'engagement dans sa vision de faire en sorte que la question de la culture soit au centre. Lorsqu'on est en train de développer les projets des 145 territoires, il faut que les musées, les infrastructures et les équipements pour la question culturelle se retrouvent dans tous les 145 territoires. Ce qui fait que réaliste, c'est-à-dire nous sommes tous sans ignorer qu'il y a un problème peut-être d'infrastructure, nous devons recevoir ces objets culturels, mais où est-ce que nous allons les placer? Et je vais insister sur le fait que ce n'est pas seulement une vision pour Kinshasa.
c'est une vision pour la République démocratique du Congo. Et donc, comme ça concerne la République démocratique du Congo, si les objets doivent être restitués, ils ne sont pas forcément obligés d'être gardés seulement dans les musées au niveau de Kinshasa, mais ça doit être disséminé sur l'étendue de la République. Ce qui fait que cette diplomatie du chef de l'État, c'est une diplomatie réaliste parce qu'elle est en face de la situation, de la réalité, des défis infrastructurels et il considère que c'est avec des programmes que nous devons mettre en place, avec l'appui et la coopération bilatérale avec la Belgique, que nous allons mettre en place des projets et des programmes communs. Alors je dis qu'il était aussi quelque part progressiste. Progressiste dans le sens que la restitution, c'est pratiquement un processus d'échange et de partage. Vous ne pouvez pas commencer déjà les dialogues aujourd'hui et passer directement à l'action sans pour autant préparer les sous-bassements, le base. C'est pourquoi on parle d'un processus. Nous sommes en train de partir, les contextes sont là, nous sommes en train de les lire, il y a des programmes que nous sommes en train de mettre en place, mais la coopération bilatérale politique doit être effective. Et ça part des dialogues, ça part des textes légaux qui doivent donner les tonus. Donc, lorsque nous devons commencer avec cette procédure, il faut qu'il y ait des textes légaux. Et pour ce qui concerne notre pays, il y a la Belgique, qui est déjà avancé, déjà en juin dernier, il a pu mettre déjà en place une loi sur la question de la restitution. Donc, il va aliéner certains biens qui étaient déjà dans ses réserves pour les restituer à qui de droit. Cette loi existe et pour ce qui concerne notre pays, nous sommes aussi à l'étape où mon ministère a essayé d'élaborer avec ses experts un projet de décret que nous sommes en train de soumettre déjà au Premier ministre pour que cette procédure puisse être dans les normes. Voilà pourquoi je dis que dans cette diplomatie agissante, cette diplomatie progressiste, réaliste et beaucoup plus dynamique des chefs de l'État, nous sommes en train d'évoluer pour la question culturelle et dans la dynamique de la restitution de biens, nous sommes dans les bons. Ce qui fait qu'il faudra maintenant qu'on passe à la réalité, à ce qui est concret. Et c'est là où j'ai rejoint maintenant la question que tu as commencé à poser. Pour ce qui est concret, pourquoi on a choisi un masque Suku, Kakuungu? Pourquoi seulement le choix de ces masques? Vous avez vu l'engouement, vous avez apprécié. Qu'est-ce qui fait qu'autour de cette restitution, on prend en premier lieu ces masques Suku? Ça n'a pas commencé seulement le jour que le roi belge est arrivé au Congo, il était accompagné de sa femme, nous l'avons accueilli, mais ceci avait été précédé par la visite du chef de l'État en Belgique. Il est parti en Belgique parce que les pourparlers avaient déjà commencé, la volonté de nos deux États était déjà exprimée et il fallait qu'on procède, qu'on passe déjà à l'étape du concret. Et l'étape du concret ici, c'est cette visite du roi belge au Congo qui est venu comme sceller la coopération bilatérale. Il est arrivé et il ne pouvait pas venir main réduite. Il ne pouvait pas venir sans quelque chose à main. Il a essayé de revenir à ce qui garde le patrimoine culturel congolais parce que c'est autour de cette question que nous sommes en train de discuter. Et il a considéré que dans le cadre de donner un signal fort, il a fallu qu'il vienne avec un masque, avec un objet de valeur. Et cet objet de valeur doit être acquis dans les normes. Et quand on a essayé un peu de voir les objets qui se trouvent être conservés au niveau du musée des Tervuren, le roi, avec les experts qui l'entourent, ont jeté l'air de voler sur le masque Suku, Kakuungu. Pourquoi? Parce que ce masque est géant et rare. C'est parmi les masques rares d'Afrique où il y a toute une histoire et tout un contenu autour de ces masques-là. Et pour ce qui concerne notre question ethnographique, le masque Kakuungu, c'est le masque le mieux documenté. Quand on a essayé un peu de voir comment est-ce que ça avait été acquis et comment est-ce que le Belge, Monsieur Albert, je pense qu'il s'appelle Monsieur Albert, comment il avait acquis ces masques, c'était en 1953. Il y avait toute une procédure et pour les éléments de l'acquisition,
ce masque réunit tous les éléments. Il est tellement bien documenté que pour le royaume Méni-Congo, il a fallu quand même qu'il puisse reconnaître ces masques-là, sa véracité et les contenus qui étaient déjà véhiculés autour de ces masques. C'est ainsi que ces masques s'est retrouvé aussi être porteur d'un message de paix. Lorsque notre pays se trouve dans un contexte trouble, qui est déjà reconnu au niveau du monde, il faut des messages forts. Il faut des messages forts pour la paix. Alors, il s'est avéré que ces masques, en dehors de son pouvoir ancestral de guerrier, c'est aussi un masque d'initiation, mais beaucoup plus un masque de la paix. Et c'est ainsi que ce masque, réunissant toutes ces conditions, avait été choisi comme pour lancer le processus qui a déjà commencé, comme pour poser un signal fort. Voilà pourquoi ce masque a été choisi et il est arrivé. Aujourd'hui, ça a été un masque de la communauté Soukou quand il était parti, mais aujourd'hui, c'est un masque congolais. On dit que c'est un prêt, ça a été choisi, ça revient pour la cohésion nationale, pour l'unité congolaise. Et donc, si aujourd'hui, la communauté Soukou s'est réjouie du retour de son masque, parce qu'un masque qui a été très bien conservé, mais ce n'est plus un masque uniquement de la communauté Soukou, c'est un masque de la nation congolaise, et c'est pourquoi ça devait vraiment susciter l'engouement de tous les Congolais, et le gouvernement devait s'impliquer. C'est pourquoi, le jour que ce masque a été visité par le roi Fabrice, le roi Méni-Congo, il a fallu que le gouvernement montre son engagement pour encadrer les communautés et beaucoup plus pour édifier et donner les informations correctes à la jeunesse congolaise et à toute la communauté congolaise. Voilà pourquoi c'est une action qui a commencé. Comme je dis que c'est un processus, ça a commencé, c'est le premier masque qui est revenu. D'autres masques aussi sont en train d'être préparés parce que le processus est déjà déclenché et donc ça va continuer. Mais le masque Soukou, il est très important et aujourd'hui, que tout le monde le sache, ce n'est plus quelque chose d'unique, de l'unique communauté Soukou, c'est un masque national qui est revenu comme pour ramener la dynamique de la paix et déclencher pratiquement les processus de restitution. Excellence, en dehors de dire que ces masques d'abord sur les plans artistiques, on l'a palpé du doigt et voilà, c'est un artiste qui l'a fait, consort. Est-ce que derrière ce masque-là, il y a une puissance traditionnelle? Derrière ce masque-là, est-ce que les Congolais peuvent dire oui, voilà, nos ancêtres sont encore parmi nous parce que les masques sont retournés ou restitués en aire du Congo? Merci beaucoup pour cette question. Elle est très importante, d'autant plus que les gens essaient un peu de vouloir concilier les pouvoirs ancestrales, je dirais même la sorcellerie, avec la science que nous sommes en train de faire et aujourd'hui la politique. Quel est le pouvoir que détient le masque Soukou? Nous sommes tous sans ignorer que tout objet magico-religieux, si je peux l'appeler comme ça, une fois sorti de son contexte, perd pratiquement tout son pouvoir. Donc, du moment que cet objet avait quitté son contexte de son milieu naturel, être parti, donc dans ma coutume on dit traverser les rivières et les eaux, il a déjà vraiment perdu son pouvoir là ancestral. Mais ça continue à garder, parce que ce sont des objets qui sont gardés dans les musées, et au niveau du musée, ces outils sont des outils pédagogiques. C'est à partir de leur présence au musée que nous sommes en mesure de donner des informations, mais beaucoup plus d'éduquer sur notre passé. Donc, cet objet, dans un musée, loin de son milieu naturel, déjà a perdu il y a longtemps son pouvoir ancestral, mais ça garde sa valeur en tant qu'outil pédagogique, pouvant nous permettre de donner de bonnes informations aux générations actuelles, même à venir, mais aussi aux visiteurs. Parce qu'un masque, c'est ça la valeur même d'un musée.
Un musée ne peut être visité que quand il est protecteur, il conserve les objets. Et ces objets doivent avoir un contenu. Et dans les cas d'espèces, ce sont des objets qui étaient évidemment magicaux et religieux. Nous devons donner cette histoire de ces objets-là. Ils étaient magico-religieux. Aujourd'hui, ils n'ont plus ce pouvoir, c'est ça que je veux dire. Mais au moins, ce sont des outils pédagogiques et ça nous permet vraiment de transmettre et de donner les informations aux visiteurs, à la jeunesse, à toute la communauté, parce que nous avons été acculturés longtemps. Nous n'avons pas été en contact avec ces objets qui nous mettaient en contact avec nos ancêtres. Et nous devons, aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, contribuer à la réécriture de notre histoire. Nous allons y contribuer comment? C'est en donnant de bonnes informations et des histoires peut-être qui étaient déjà falsifiées. C'est le moment où jamais d'être en mesure de le faire. Et c'est pourquoi vous allez voir que ça a été un grand engouement, une grande valeur et un grand prestige, que ça soit effectivement 79 groupements de Meni-Congo qui soient venus comme pour visiter cela, accompagner les rois. Donc c'est déjà la reconnaissance, l'acceptation, la reconnaissance de ce masque, parce que nous avons même vu la personne de la lignée de ceux-là qui ont la charge de tailler le masque dans la communauté Soukou. La personne âgée de plus de 85 ans est arrivée comme pour témoigner de la véracité et de la valeur de ces masques. Bien évidemment, sans le pouvoir là, sacro-saint, le pouvoir magico-religieux, mais qui garde sa valeur pédagogique. Et donc, nous devons dire à la communauté nationale comme internationale que le processus a commencé et le masque Soukou, c'est un masque très important chez nous parce qu'il est porteur des messages de paix, porteur des messages d'initiation et beaucoup plus même de l'éthique. Parce que la communauté aujourd'hui est constituée en majorité de la jeunesse. Cette jeunesse qui est en déperdition aujourd'hui par manque peut-être de valeurs éthiques que nous devons encore remettre sur la scène. Et c'est au travers ces genres de l'histoire que nous serons à mesure, que nous aurons toute la force de donner un contenu qui est pesant et un contenu qui va nous accompagner désormais quand nous sommes en train de mettre en place notre mémoire collective, mais beaucoup plus quand nous sommes en train de véhiculer l'existence et l'effectivité de la coopération bilatérale entre notre pays et la Belgique. Excellence, est-ce que c'est facile d'être ministre de la Culture et Arts? Parce que là, vous êtes à la tête de ces ministères dans un pays où les gens respectent que le mariage coutumier. Autre chose de la coutume et qu'on sort, c'est la sorcellerie. Il y a ceci, c'est là. À part le mariage coutumier, là, tout le monde s'incline. Les restes. C'est facile? Je dirais que ce n'est pas facile d'être ministre dans tous les secteurs. Parce que chaque secteur politique rêvait beaucoup de défis. Et personnellement, pour le ministère de la Culture, un ministère clé dans le gouvernement, c'est un ministère qui a besoin d'avoir les moyens de sa politique pour montrer qu'on peut se taper à la poitrine et dire qu'on a de la manne entre ses mains. Ce n'est pas très facile d'être ministre de la Culture au Congo lorsque la communauté est pratiquement acculturée. Nous n'avons pas été en contact avec beaucoup d'informations très à notre coutume. Nous n'avons pas été suffisamment éduqués et encadrés sur la valeur de notre identité. Et nous avons eu la difficulté de ne pas voir la question culturelle être au centre des politiques de notre pays. Et donc, lorsque nous voyons ce qui se passe sous autres cieux, dans d'autres pays, nous nous disons que nous avons encore un grand travail à faire. Un travail d'abord à faire valoir notre mémoire collective, un travail d'abord à respecter notre identité, notre coutume, à protéger, à conserver notre patrimoine et à savoir éduquer toutes les générations sur des bases culturelles. Parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'existe pas pratiquement. Alors notre population aujourd'hui est acculturée parce qu'effectivement, il n'a pas eu un contexte approprié pour aimer et s'approprier, si je peux me répéter, sa culture. Un pays effectivement très immense,
différemment des autres États, notre pays, c'est un pays en lui seul qui a plus de 500, 450 langues vernaculaires. C'est pas, ça ne peut pas se retrouver partout ailleurs. C'est déjà une diversité culturelle qui nous donnerait beaucoup plus de valeur et de prestige. Mais nous n'avons pas su jusque-là valoriser ces prestiges, d'être aussi diversifiés et de constituer déjà un peuple dans un pays. Nous devons travailler déjà sur cela. Montrer que le fait que nous ayons cette diversité de langues montre effectivement dans ces mosaïques que nous sommes déjà une puissance. Cette puissance dans différentes langues qui veut vivre ensemble, l'essence même de la cohésion nationale. Ce sont des valeurs qui partent déjà de notre culture et que nous devons véhiculer chaque jour. Voilà que pour que la question puisse être très bien cernée, il faut un cadre légal. Le cadre légal, oui, ça existe, mais qui est obsolète aujourd'hui, qui a besoin d'être adapté et d'être encore beaucoup plus enrichi par rapport à la réalité et au contexte que nous trouvons. Et à côté de ceci, il y a la valeur même du pouvoir coutumier, du pouvoir culturel qui pratiquement a disparu. Aujourd'hui, quand on parle de ce qui est coutumier, on parle de la sorcellerie comme qui dirait que ce qui est coutumier était négatif. Qui nous a montré cela? C'est quelqu'un malheureusement qui lui respecte ce qui est de sa coutume. C'est pratiquement le contraire, c'est un paradoxe, le contraire de ce qui devait être. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'élever des consciences. Nous devons revenir à nous-mêmes, essayer un peu de nous interroger, de nous mettre en cause nous-mêmes. Est-ce que nous devons nous reconnaître comme des sous-hommes, ou nous reconnaître des êtres humains de valeur partant de notre culture? Parce que c'est ça notre base. Et c'est pourquoi je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas peur d'être ministre de la Culture. Je suis chrétienne, oui, mais ma chrétienté ne me demande pas de ne pas reconnaître la valeur culturelle patrimoniale parce que dans cette culture congolaise, nous avons connu Dieu. Dieu qui a été vraiment présenté dans le vaudou et tout l'être suprême a été connu. Les signes que nous avons utilisés dans notre coutume, dans notre culture, ce sont les mêmes signes qui sont utilisés dans le christianisme aujourd'hui. Ce qui fait que nous ne pouvons pas être mal à l'aise. Nous ne pouvons pas être désarmés lorsque nous parlons de la culture et considérer que ce qui est culturel n'a pas de valeur. Et c'est là où celui qui nous a colonisés a trouvé ses forces. Essayer de nous montrer que ce qui nous appartient, ce qui est de nos ancêtres n'a pas de valeur, c'est ce que lui il nous apporte. Ce qui crée même des effets jusqu'aujourd'hui dans des générations où on pense que parler nos langues locales, parler nos langues vernaculaires, c'est un recul et qu'il faut seulement parler les langues des étrangers. Et c'est là où nous devons revenir à nous-mêmes. Ce n'est pas l'étranger qui doit nous dicter ce que nous devons faire. Nous devons revenir à nous-mêmes. Et c'est là où la culture a sa place et son pesant d'or. Et c'est là où je me dis que mon ministère, il est le plus important. J'ai commencé dans la politique. Commencer par ce ministère de la culture, pour moi, c'est une opportunité. Et c'est pourquoi je dois jouer un rôle important de réveiller la population congolaise, mais basant sur la vision du chef de l'État, parce que lui, il a vu cela avant moi. Il a vu cela, il a compris que sans l'éveil culturel dans le mental du Congolais, dans le mental de l'Africain, nous allons toujours demeurer des sous-hommes. Nous avons besoin de nous libérer. Et la chose qui va nous libérer, c'est cette appropriation, cette reconnaissance et cette valorisation de notre culture. Voilà pourquoi je me dis que c'est difficile lorsque les gens sont acculturés de venir avec les questions de l'éthique culturelle, de venir avec des questions avec les questions de la protection et de la conservation de la nature et de nous laisser seulement limiter sur un aspect. Parce que nous avons seulement appris, parce que nous sommes habitués de comprendre que n'est culturel, n'est artiste, que c'est lui qui fait de la musique. Et ignorer que la question de la documentation, l'archéologie, la question de langue, la question de la peinture et beaucoup d'autres arts n'ont pas leur valeur. Et c'est là où nous sommes en train de nous réveiller aujourd'hui et d'éduquer, d'informer sur tous les arts, d'informer sur la valeur de la culture et de revenir à nous-mêmes parce que ça part déjà de notre identité en tant qu'un peuple. Un peuple se reconnaît d'abord par sa culture et puis le reste vient s'adapter à cette culture parce que c'est la culture qui doit nous donner le mot de passe, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et donc aujourd'hui, une crainte, oui, mais aujourd'hui une opportunité que nous puissions
revenir à nous-mêmes et prendre nos responsabilités en main et éveiller la conscience de tout un chacun sur les retards que nous avons connus. Et heureusement, vous les francophones, vous dites mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, nous nous réveillons et nous nous disons il est grand temps. Nous ne disons pas que les autres, la culture peut-être n'a pas été connue, mais la culture n'a pas été valorisée comme il se devait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, travailler sur la valorisation de la culture dans tous ses sens. D'abord, c'est un patrimoine, et puis c'est une richesse. Une richesse, un héritage. L'héritage est fait pour être conservé pour des générations et des générations. Et l'héritage, nous avons reçu l'héritage de nos ancêtres. Qui est ce peuple qui n'a pas d'ancêtre? Qui est ce peuple qui ne respecte pas le pouvoir que l'ancêtre lui a donné? Qui est ce peuple qui ne voudra pas comprendre et connaître comment ça s'est passé? Nous contenter seulement de connaître ce qui... Nous avons des informations sur les Amériques. Nous avons des informations sur l'Europe, sur l'Asie et sur partout, sauf sur nous, sur l'Afrique. Et c'est là où on nous a vraiment piétiné. Nous devons nous réveiller, mieux vaut tard que jamais. La culture est au centre et c'est pourquoi on dit que c'est vraiment un secteur transversal. Vous voulez faire l'économie, il faut partir de la culture. Vous voulez faire la stratégie, l'industrie, c'est la culture déjà qui a commencé à faire les premières industries. Et c'est là où on nous dit que nous devons réfléchir et penser sur l'industrie culturelle. Cette industrie, c'est quoi? C'est avoir les infrastructures où nous devons nous munir aussi des équipements et être à la hauteur maintenant de vivre de cette culture et de faire vivre et de conserver pour les générations et pour toujours notre culture qui reste notre valeur. Parce qu'on peut tout emporter. On peut emporter l'or, les diamants et tout. Mais ce qui est lié à nous et qu'on ne peut pas nous retirer, c'est cette culture et nous devons la conserver. Excellence, puisque vous avez parlé plusieurs fois de la génération, j'ai suivi les mots génération 2 ou 3 fois. Présentement, là, nous assistons à un phénomène qui ronge à grand feu notre société. Vous êtes aujourd'hui ministre de la Culture, Arts et Patrimoine et consorts. Et dites-nous un peu, il n'y a pas des mesures prises pour des phénomènes genre pédérastie, le lesbianisme, les sextapes. Il y a aussi ce que je peux ajouter aussi comme, à part des émissions, nous voyons des Congolaises sur Facebook en train de faire des émissions soi-disant sans tabou, où elles enlèvent même les habits, elles peuvent se présenter comme ça. Et on met même le drapeau congolais. Et elle écrit même que je suis de la RDC Kinshasa, donc RD Kinshasa ou RD Congo. Et par la suite, la jeune fille qui parle aussi lingala, et tout le monde au travers la rumba. Une fois vous parlez lingala, on sait déjà qu'elle est d'origine congolaise. Tout ça, nous on se demande, qu'est-ce que notre ministère fait? Est-ce que vous avez des mesures? Si je peux encore ajouter, peut-être pour enjoliver ma question, nous avons aussi de ces musiciens, des artistes musiciens qui ne composent pas comme on a vécu des compositions, Taboulay, Lutumba Simaromasia, et il y a de ces musiciens qui vous chantent des chansons qu'on ne peut pas écouter. Là où il y a les papas, mamans ou les enfants, on ne peut pas écouter ça. Mais bizarrement, ces chansons nous parviennent d'abord à la télévision. Je ne sais pas si la censure existe. Est-ce qu'il y a collaboration entre la censure et le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine sur ces points? Merci beaucoup pour la question. Elle est vraiment sensible et c'est une question qui revient chaque jour. Effectivement, aujourd'hui, quand nous essayons un peu de voir les mœurs et toute la réalité que nous vivons, il y a de quoi nous demander est-ce que réellement il y a un encadrement, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a une sanction? Quand nous avons introduit cette émission, nous avons essayé de toucher les aspects du cadre légal. Et peut-être ce que je n'ai pas encore dit, c'est le fait que mon ministère, quand je dis que c'est transversal, c'est un ministère qui travaille en collaboration avec les autres ministères. Et pour la question précise que vous venez de poser autour des réalités qui entrent peut-être dans le sens de l'incitation peut-être à la débauche, qui heurte même certaines sensibilités et tout, comment est-ce que nous nous comportons? Je dirais que dans notre quotidien, la culture, c'est notre alimentation, notre façon d'agir, nos manières de vie, notre comportement social. Et la culture a comme fondement la coutume
Et nos coutumes, c'était des pratiques, des usages, des us et coutumes. Ce sont des pratiques qui sont déjà adoptées et acceptées et qui mettent au centre la question de la morale. Et donc la question de la morale n'est pas relative dans le sens que le sexe de la femme comme de l'homme sont des parties qui doivent être vraiment couvertes et cachées. Et dans notre loi, cela est prévu dans la loi. Et quand on va à l'encontre de ce qui est prévu dans la loi, il y a des sanctions qui s'en suivent. Alors pour la question de la culture et pour la question de ma collaboration avec les autres secteurs, pour cette particularité des censures, nous collaborons avec le ministère de la Justice. Lorsque nous venons avec les mesures d'encadrement pour que on ne puisse pas se heurter à la culture, il y a la justice qui joue le rôle d'apprécier et de censurer et de sanctionner. Et donc, on ne peut pas se cacher et dire que la culture n'a pas joué son rôle. La culture est là, mais la culture ne viendra pas ici pour violer la loi. Parce que la loi est là, la Constitution comme la loi fondamentale, mais aussi les autres lois organiques qui sont définies au travers de ce que la Constitution a déjà donné comme principe fondamental doivent être d'application. Et pour ce qui concerne l'exemple que vous avez donné, un artiste, au nom de la culture, ne peut pas attenter à la vie, attenter à la réalité des Congolais. Parce qu'il y a la loi qui essaie un peu de réprimer le violence sexuelle, qui est très claire par rapport à cela. Il y a beaucoup de lois sur la question pénale, qui sont strictes et claires par rapport au comportement, aux attitudes que les Congolais doivent afficher. Et il y a même des lois internationales auxquelles notre pays a déjà adhéré, qui essayent de recadrer et de mettre la logique et la morale au centre. Par rapport aux chansons, normalement, c'est ce comité-là, cette commission de censure, qui doit d'abord préalablement auditionner la chanson. Nous essaierons d'y travailler, mais vous savez qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à régler et à harmoniser, et on est en train d'y aller. Évidemment, tellement il y a beaucoup de problèmes à chaque niveau. Ce que nous avons déjà fait, peut-être ça n'a pas encore atteint les oreilles de beaucoup de gens, mais nous sommes en train de voir comment nous devons le vulgariser et ensemble avec le ministère de la Justice, poser des actions directes et concrètes pour limiter les dérapages, pour limiter effectivement les excès et beaucoup plus pour ramener les gens à ce qui est éthique. Et donc ici, je dirais que nous faisons des mesures d'encadrement dans la question de la culture pour que rien ne soit heurté. Mais le ministère de la Justice, ayant le rôle de travailler sur la censure et sur la sanction, joue aussi son rôle. Et c'est pourquoi vous apprendrez qu'il y a des opérateurs culturels qui sont en train d'être interpellés par la justice. Et les gens se disent pourquoi on peut les interpeller? Ils sont en train de faire leur travail, ils sont en train de mettre à la disposition de la population leur inspiration. Mais l'inspiration que nous avons ne doit pas aller à l'encontre de la loi. C'est ainsi que je dis, il y a des textes que nous sommes en train d'harmoniser, il y a une politique culturelle elle-même que nous sommes en train de vouloir mettre en place, qui va nous aider à ne pas nous retrouver dans de genre de situations, parce que quelqu'un, avant de passer à la télé, une chaîne de radio, une chaîne de télévision, il sait comment il peut recevoir quelqu'un qui va passer et être vu par des millions de téléspectateurs. On ne doit pas venir exposer le pouvoir, le gouvernement, exposer même la vision du chef de l'État dans les antivaleurs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler main dans la main, notre ministère, le ministère des Droits humains et le ministère de la Justice, et voir dans quelle mesure, tous ensemble, nous allons concourir pour l'éthique et beaucoup plus pour des valeurs. Parce que ce sont des valeurs que nous voulons véhiculer, ce sont des valeurs que nous voulons donner aux enfants, aux générations, mais aussi au monde. Parce que le monde est en train de nous regarder. Ce n'est pas au nom de la culture que nous allons piétiner ce qui est aussi naturel et élémentaire, le respect à l'endroit des autres humains. Donc, nous collaborons avec la commission de censure qui a à sa tête le ministère de la Justice, et la contribution que nous faisons s'arrête évidemment, nous donnons l'avis
selon les textes qui nous régissent, nous donnons l'avis et cet avis peut ne pas être contraignant, mais au moins la justice joue maintenant son rôle parce que chacun doit rester dans sa bande et chacun doit respecter les attributions de chacun. Et c'est ainsi que dans la collaboration, nous essayons d'observer ce qui est à faire et nous demandons maintenant à vous qui êtes chargés de faire la vulgarisation et la sensibilisation, de nous aider dans l'éducation. Parce que vous nous aidez dans l'éducation de la masse et la culture nous appelle d'abord au respect de la morale. Et donc la culture qui ne respecte pas la morale n'en est pas une seule et nous devons la combattre. Nous sommes là pour la culture moralisante, pour cette culture des valeurs et cette culture des patrimoines que nous avons à laisser à des générations. Excellence, permettez-moi, ce n'est pas tous les jours que je fais des éloges en direct, mais on est fiers de vous d'avoir une dame à la tête de ces ministères qui se défend très bien. Et si, par exemple, je peux ajouter quelque chose, la matière, vous l'avez, l'expérience, on le sent, et moi, et les téléspectateurs du monde entier qui sont en train de nous suivre. Et Excellence, qu'est-ce qui vous reste en parlant des outils, en parlant des moyens pour que vous puissiez réussir vraiment ces ministères? La matière, on l'a senti. L'expérience, oui. Vous défendez bien votre ministère. Qu'est-ce que vous reste? Oh là là, il me reste beaucoup de choses, évidemment. Il y a des choses qui se font et il reste beaucoup à faire. Il y a beaucoup de besoins. Nous avons beaucoup de besoins et principalement, il faut des lois appropriées. Et chaque fois quand je parle de la question des lois, les gens me disent « Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ces lois ?» Parce que les lois sont faites par les gens. Pourquoi vous ne savez pas vous doter de ces lois pour que finalement, vous n'ayez plus cet argument qui ne tient pas finalement, ça ne tient plus. Nous devons avoir des lois appropriées et dans notre contexte, nous avons besoin de moyens financiers, très importants. Parce qu'on ne peut pas nous demander de faire quelque chose sans nous donner le moyen de notre politique. Et le ministère que j'ai la charge de diriger a des services spécialisés. Et ces services spécialisés ont besoin d'avoir aussi les moyens de leur politique. Sans ces moyens, nous pouvons toujours crier, voilà, ils nous font des lois appropriées. Mais des lois appropriées, est-ce qu'il faut la magie? Est-ce qu'il faut encore la sorcellerie pour les avoir? Vous êtes tous sans ignorer que élaborer des lois, c'est tout un processus. Nous avons de la matière. Il y en a des endroits où nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a des consultations que nous ne savons pas encore faire parce que nous n'avons pas de moyens. Ça, c'est une première chose. Il y a le soutien à la création culturelle. La création culturelle connaît beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, nous n'avons pas d'infrastructure et d'équipement. Tout cela entre dans la question de moyens. On va dire pourquoi les moyens manquent, parce qu'il y a les opérateurs culturels qui sont là, il y a des taxes qui sont perçues et de l'impôt. Pourquoi on ne sait pas les faire? Effectivement, il y a des priorités, on sait qu'il y a des priorités, mais lorsque on ne sait pas soutenir, lorsqu'on ne sait pas soutenir l'industrie culturelle en lui dotant des infrastructures et des équipements, on risque de créer toute la vie sans avoir des résultats de ce qu'on voudrait avoir. Il y a aussi, quelque part, le soutien aux artistes eux-mêmes et la protection des œuvres des artistes. Il y a les artistes qui sont en train de crier, qui disent que nous payons nos taxes, mais nous ne sommes pas soutenus quand il le faut. Encore qu'il faut que les artistes soient mis à niveau, ils soient renforcés dans leurs capacités pour être en mesure de mettre en place des projets qui doivent être étudiés, reçus et qui doivent peut-être bénéficier des subventions. Ça ne peut pas descendre comme ça si on ne sait pas déjà être muni des informations, mais beaucoup plus être formés. À l'heure actuelle, nous ne pouvons plus nous comporter comme des gens qui ont vécu lorsqu'il n'y avait pas la technologie. Donc, à l'heure actuelle, les artistes doivent être renforcés dans leurs capacités et ils doivent se renforcer aussi parce qu'il y a aussi même des formations en ligne. Nous devons être en mesure, nous, de donner l'information. Mais est-ce que nous l'avons? Peut-être les informations, nous ne savons pas les faire circuler, ce qui fait que notre soutien n'est pas aussi palpable. Le soutien aux artistes, oui, mais aussi la protection des œuvres des artistes. Comment nous les protégeons? Nous ne savons pas protéger les œuvres qui ne sont pas répertoriées. Il faut que nous soyons en mesure de répertorier les œuvres que nous devons protéger. Les artistes eux-mêmes, est-ce qu'ils sont
Inventons. Est-ce que nous avons déjà l'inventaire, le répertoire des artistes chez nous? Encore qu'il y a la difficulté, qui est artiste et qui ne l'est pas. Et c'est là où je me dis que la question des textes, la question de loi, les statuts de l'artiste lui-même, il est lequel? Je dis que c'était des textes obsolètes et que nous avons besoin de les adapter. Il y a les artistes qui ne seront pas tous en mesure d'aller à l'université. Tout le monde ne saura pas aller à l'université, aller à l'étranger et tout. Et tout le monde n'a pas un diplôme d'État forcément. Mais il y a des talents. Chez nous, nous avons des talents. Quand on essaie un peu de détecter les talents, ils sont nombreux. Et ces talents, comme je l'ai dit, ont besoin d'être formés. Parce que quelqu'un peut avoir un talent naturel, mais il a besoin quand même de se retrouver dans les normes. Et nous avons besoin d'appuyer les écoles d'art, les écoles culturelles, les centres culturels. Est-ce que nous en avons? Et si nous en avons, est-ce que nous savons qui les détient? Est-ce qu'il y a de la matière? Est-ce qu'ils ont des contenus? Est-ce qu'ils ont des professeurs? Alors tout ça, ce sont des problèmes. C'est ce que je me dis. Si je ne suis pas à mesure d'avoir tout cela, ma politique, les résultats risquent de ne pas être vraiment palpables. Il y a aussi la question du secteur privé de notre domaine culturel. C'est un secteur pratiquement privé. C'est comme tous les autres opérateurs économiques qui travaillent. Quelqu'un se réveille, il veut ouvrir son entreprise, il a ses moyens, il a peut-être son capital, et il veut travailler. Mais il est en face de l'État qui a des normes et qui les limite. Il y a des opérateurs aujourd'hui qui sont appuyés, qui sont soutenus, les opérateurs économiques. Même pour les opérateurs culturels, il faut des appuis de ce secteur privé. Parce qu'on ne va pas limiter les artistes. On ne va pas limiter les talents à créer. On ne va pas les limiter, mais il faut que les domaines culturels soient encadrés au même titre que les domaines économiques est encadré aujourd'hui. Parce qu'un opérateur culturel est finalement un opérateur économique. Parce que les opérateurs culturels apportent dans ces pays. C'est parce que les gens ne veulent pas seulement en parler. Mais les artistes qui produisent leur musique, les artistes qui font leur théâtre, ainsi de suite, ils sont en ordre. Hein. Ils paient leurs taxes, ils paient de l'impôt, ils sont en ordre. Et quelque part, ils devaient être protégés. Mais vous voyez que les opérateurs économiques, en tant que commerçants, ils sont protégés. Mais un artiste, lui, il n'est pas protégé. Évidemment, on va dire, vous êtes en train de le dire, c'est vous qui êtes le gouvernement. Et c'est là où je dis, je suis le gouvernement, il faut qu'on mette les textes. C'est sur base des textes, c'est sur base de répertoire, c'est sur base de l'inventaire et de l'organisation du secteur qu'on est à mesure de dire qu'on est en train de protéger les secteurs. Quelque part, les opérateurs économiques, si je ne peux que m'en tenir aux opérateurs économiques commerçants, et ils s'organisent. Ils sont déjà organisés dans une grande fédération comme la FEC. Mais est-ce que les opérateurs culturels sont déjà organisés dans une corporation comme telle? Peut-être oui. Mais est-ce que cette organisation suit des normes? Parce que quelque part, en tant que privé, ils doivent aussi s'organiser. Vous apprendrez que les ministères peuvent se déployer pour aller participer à l'enterrement d'un artiste. Essayer de voir que les artistes sont malades, il faut contribuer pour qu'ils soient soignés. Mais ce n'est pas ça normalement le travail du gouvernement pour les artistes. Le gouvernement viendrait pour voir, est-ce que quand ils se sont organisés, est-ce qu'ils sont en train de vivre de leur travail? Est-ce que s'il y a des taxes excessives, comment on peut faire pour limiter et les permettre à s'épanouir et à évoluer? Mais lorsque eux-mêmes ne sont pas organisés quelque part, on ne va pas aussi trop condamner les gouvernements. Nous leur donnons toute la facilité, toutes les opportunités de leur permettre de s'organiser. Et c'est un appel d'ailleurs vibrant que je dis ici. Les gens qui s'organisent dans d'autres secteurs devaient aussi servir peut-être des modèles pour les artistes que nous avons la charge d'accompagner, qu'ils puissent s'inspirer des organisations des autres structures et qu'ils puissent voir dans quelle mesure ils vont se réunir en termes de corporation et essayer de se retrouver à l'enjeu actuel où la technologie ne peut plus être mise de côté. Nous devons nous mettre dans la course et essayer de faire la compétition, la concurrence comme tous les autres. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis, mais il y a aussi des solutions. Il y a aussi des solutions et des solutions, la principale, c'est celle que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, c'est la mise en place de la politique culturelle. C'est la première solution. Nous nous disons peut-être, lorsque nous allons mettre cette politique en place, ça va être une dynamique qui va s'adapter à la réalité et tant soit peu, peut-être, ça va nous permettre de mettre les points et de laisser des traces. Il y a les textes légaux, comme je l'ai dit, qui doivent être actualisés. C'est aussi parmi les solutions. Donc, même si nous pouvons crier, « Oh, l'État, il est entré, il crie. » Comment l'État peut pleurer? Effectivement, l'État ne peut pas pleurer. Mais l'État chemine
avec les opérateurs. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas en train de pleurer, nous sommes en train de montrer ce que nous sommes en mesure de faire dans un premier temps, c'est sur les cadres légaux, sur les cadres de la stratégie politique et aussi sur l'offre des infrastructures. Il y a des projets que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de contacter les partenaires de l'État congolais pour qu'on puisse avoir des infrastructures et doter les opérateurs des moyens pour qu'ils puissent savoir produire et que l'État se retrouve davantage. Voilà un peu ce que nous sommes en train d'essayer de faire et les contacts maintenant que nous avons avec vous, les communicateurs. Parce que vous êtes en contact et avec nous et avec les artistes, vous savez peut-être venir directement avec leurs doléances, vous faites leur plaidoyer et nous restons ouverts. C'est dans les solutions que nous avons déjà mises en place, cette proximité. Travailler en proximité avec les artistes, laisser nos portes toujours ouvertes pour les écouter, recevoir leurs projets et voir dans quelle mesure nous pouvons les encadrer. Donc, c'est pratiquement de cette manière que nous allons pouvoir peut-être pallier tant soit peu aux difficultés que nous avons essayé un peu d'épingler au-dessus. Voilà, Excellence, pour terminer les bilans de Warrior, juste un petit mot sur les bilans, comment voyez-vous, positifs ou négatifs jusqu'à-là? On n'est pas encore arrivé au terme du mandat, mais un petit mot par rapport à ça. Merci beaucoup. Je suis très contente de répondre à cette question parce que moi, je dirais que le bilan, il est extrêmement positif. Je dirais extraordinairement positif, dans le sens que nous sommes engagés à travailler dans la matérialisation de la vision du chef de l'État et dans l'effectivité même des programmes du gouvernement. Par rapport au plan stratégique, au plan opérationnel que chaque ministère a fait, et ici je parle personnellement par rapport à mon ministère, nous sommes dans les bons. Tout ce que nous avons prévu de faire depuis que nous avons pris nos fonctions, nous sommes en train d'y aller normalement, d'ailleurs je dirais à une vitesse de croisière. Et moi je suis satisfaite de ce que nous avons déjà fait jusque-là. Je suis satisfaite du fait que la culture aujourd'hui dans notre pays est en train de reprendre sa place. Nous sommes en train de faire une animation de notre secteur qui était longtemps vraiment versé dans les oubliettes. Aujourd'hui, avec les contextes autour de la question sur la restitution des biens culturels, aujourd'hui avec l'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel universel de l'UNESCO, aujourd'hui avec la question de la numérisation ou les archives, la question de la bibliothèque et beaucoup d'autres questions de l'art, se retrouvent être mis à la disposition de membres de la communauté, mais aussi communauté tant nationale qu'internationale. Je me dis que nous sommes arrivés au bon moment où il faut que les gens se réveillent. Je suis satisfaite aussi dans le sens que je collabore bien avec les autres secteurs, tant privé que public. Il y a les secteurs du point de vue international, il y a les ambassades, il y a les partenaires internationaux, il y a aussi les partenaires régionaux qui sont en train de passer, avec qui nous sommes en train de discuter et de réaliser au besoin certaines activités ensemble et projeter, réaliser d'autres activités ensemble. Je me dis que cette ouverture déjà de proximité nous ouvre au monde. Ça nous ouvre au monde. Nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes et beaucoup d'opérateurs culturels qui sont en train de se plaire à faire leur travail et qui sont en train de venir discuter suffisamment avec nous et qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de faire et qui proposeraient que nous puissions aller au-delà. Ce qui fait que je dirais, même si je suis satisfaite de ce que nous sommes en train de faire, mais il reste beaucoup à faire. Et nous sommes déterminés et décidés à le faire. Nous avons un bon contact avec les communicateurs et ils sont en train de beaucoup jouer parce que pour la question de la rumba, par exemple, ce sont les radios et les télévisions qui sont en train vraiment de contribuer dans la promotion de la rumba. Aujourd'hui, il y a des opérateurs culturels eux-mêmes qui s'organisent et qui sont en train de travailler en partenariat avec le ministère. C'est très important. Aujourd'hui, il y a les questions des archives, des renforcements des capacités pour les questions des inventaires, des musées et tout. Ce sont des questions opérationnels que nous sommes en train de palper de doigts. Il y a des protocoles bilatéraux qui ont été signés, il y a des accords de partenariat qui sont en train d'être signés et les autres sont en élaboration. Ça montre qu'effectivement, le gouvernement des Warriors est en action
je dirais vraiment un bilan extraordinairement satisfaisant. Et je sais qu'avec la détermination et avec l'accompagnement du premier warrior, mais aussi du chef de l'État, nous allons quand même atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés lorsqu'il nous a placés dans nos fonctions. Excellence, on ne peut pas se quitter sans pour autant que vous puissiez glisser un mot par rapport à l'organisation Mwasi Atalo. Hormis être Excellence, hormis être ministre, vous êtes une femme. C'est une organisation panafricaine qui récompense les femmes qui ont très bien travaillé dans leur secteur ou dans leur domaine respectif. Un petit mot par rapport à cette organisation parce qu'elle a déjà, c'est la 4e édition. D'ici là, donc au mois de novembre, on aura encore à primer d'autres femmes des différents domaines. Nous sommes dit, il faut que l'Excellence peut-être étant femme, puisse glisser un mot par rapport à... Je dirais que pour la question des trophées Mwasi Atalo, je suis arrivé aux affaires quand ça s'est préparé pour l'année passée. Et ça a été le premier trophée qui m'a accueilli. Ça a été la première activité culturelle que j'ai vue quand j'ai pris mes fonctions. En tant que femme, j'ai été émerveillée de voir quand même qu'il y a des gens qui réfléchissent sur les questions des modèles et qui réfléchissent sur la manière de récompenser et d'encourager les gens qui se sont donnés corps et âme à rendre service. Je suis en train de féliciter les organisateurs des trophées Mwasi Atalo et de féliciter toutes les femmes qui ont cru à ces trophées et qui continuent à faire une large diffusion de cela, de ne pas baisser les bras. Et ici, une occasion d'inviter les femmes qui travaillent, peut-être qui ne sont pas encore identifiées, de mieux faire leur travail parce que arrivent les jours qu'on est récompensé par rapport à ce qu'on a fait. Et la récompense n'est pas forcément matérielle ou une récompense financière. Cette récompense psychologique, cette reconnaissance vaut de l'or. Et donc, je félicite ici Trophée Mwasi Atalo et j'encourage l'organisation des autres éditions et je les inviterai peut-être à nous voir en aparté pour qu'on discute sur d'autres stratégies de sensibilisation, mais beaucoup plus de vulgarisation et de visibilité de leur activité de grande importance. Je les félicite et je suis fier du travail reconnu de la femme et je sais que ça va rester dans les annales et ça va développer d'autres facettes de ces trophées parce que quand on réalise une édition, il y a des nouveautés et on veut toujours améliorer. Je les invite à améliorer davantage. Les femmes contribuent valablement et les femmes sont des partenaires de taille. Les hommes ne pourront pas rester seuls sans apport de femmes et vice-versa. Et donc nous avons l'obligation et la responsabilité de marcher main dans la main et vous avez la responsabilité de reconnaître le travail des uns et des autres. Excellence, merci. Nous vous remercions à l'infini et surtout qu'on est très flattés quand vous avez accepté de vous incliner au principe de cette grande émission qui passe bien sûr sur le plan international aux États-Unis, en Europe et consorts. Donc là, je pense bien sûr à Papi Dep depuis les États-Unis. Coup de chapeau et bon courage. Votre mot de la fin, Excellence, par rapport à cet entretien? Oui, pour la fin, je dirais que l'entretien m'édifie en même temps, parce que lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, on répond à des questions, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on va dire. Mais finalement, on se cultive et on essaie un peu de chercher les mots qu'il faut et finalement, on s'instruit. Donc, je suis très contente de ces micros que vous me tendez pour que je donne un peu certaines informations que je viens de fournir aux téléspectateurs. Je vous dirais que je reste ouverte et je voudrais vraiment participer à des débats et donner mon point de vue, mais j'ai aussi besoin de recevoir beaucoup d'informations parce qu'on ne finira jamais d'apprendre. Et donc la culture nous invite à reconnaître les forces des autres et à savoir s'approprier ce qui est important et ce qui est objectivement reconnu et accepté. Merci.
Voilà, dames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cette grande émission. Merci de nous avoir suivis et nous disons un grand merci à l'excellence qui nous a reçus aujourd'hui. Voilà, c'est une considération énorme pour nous et j'en suis fier d'ailleurs de tendre mon micro à cette grande dame qui se défend pas mal. Vous avez vous-même suivi. Je ne suis pas là pour faire trop de commentaires, mais je pense que les personnes qui nous ont suivis, et ils ont quand même compris quelque chose que l'excellence maîtrise bien ses secteurs et maîtrise aussi la matière. Au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision. Bye bye. Tata Joseph Koukas, président anti-action debout. Imadimba, Beto Kumadimba, Tutelama. Mokusabo Katima Mela Kuntuala. Baba Cour des Grands. Tutakwende Betulani, Mutakwende. Imba ingoma ya matumba, malibani